Voilà, c'est en train de tourner. Ouais. Partie 2, donc avec Charles-Maxence Foyer. Donc on C'était le temps que les chocolats et les cafés arrivent. Voilà, à la vôtre. À la nôtre. En direct de Toulouse. Oui. Donc on en était à l'analyse en fait du phénomène OVNI En dans tant, son en ensemble. tant que phénomène culturel, phénomène social, phénomène sociétal, phénomène économique, phénomène politique, phénomène militaire, phénomène religieux. Et donc voilà, ça touche tous les compartiments de la société. Est-ce qu'il y a un auteur particulier ou un ufologue qui t'a pas attiré plus qu'un autre, mais dont sa théorie t'a marqué le plus, on va dire? Ah ben, clairement, Jacques Vallée. Ah oui. C'est-à-dire que, parce que Jacques Vallée, moi, un truc qui m'a frappé, au-delà de son travail cybernétique, sur l'informatique, mais d'ailleurs, j'ai quelques pages sur lui à l'intérieur, là je vais vous relater ça, le temps de les retrouver. Voilà, l'auteur de Passeport humain donc en 69, appelé autrement Chroniques des apparitions extraterrestres, et lui il n'était pas tout à fait d'accord pour le côté extraterrestre, il était plus d'accord pour une question d'entité peut-être, d'autre chose. Ce qui après aboutit au système de contrôle. Donc, en 75 avec exactement. Invisible. Oui, exactement, mais ouais, tout à fait. Et puis dès 68-69, dans ses premiers ouvrages, il évoque il souligne combien la danse du soleil, le dernier miracle de Fatima, coche en fait toutes les cases également d'une apparition d'OVNI. C'est-à-dire un cercle lumineux, et il y a d'autres indices, le fait qu'il y avait comme un objet métallique qui se détachait de la lumière qui était derrière, mais ça c'était, si on était dans la foule des 30 000 personnes, c'est en étant un peu décalé qu'on voyait qu'il y avait deux objets distincts. Donc, Jacques Vallée est un personnage phare de l'étude des ovnis. Pas simplement parce qu'il avait inspiré à Steven Spielberg le personnage du professeur Lacombe dans le film Le Rencontre du troisième type, pas simplement non plus parce qu'il avait travaillé étroitement avec J. Allen Hynek et bâti les premières bases de données d'observation OVNI dès les années 60, pas non plus parce qu'il avait gagné un prix littéraire, le prix Jules Verne, pour son premier roman de science-fiction écrit sous le pseudonyme de Jérôme Serviel, ni parce qu'il avait écrit une grosse dizaine d'ouvrages chroniquant ses incessantes recherches sur la question des ovnis, des états de conscience modifiés et des êtres venus d'ailleurs, pas non plus parce qu'il avait participé aux premiers essais de ce qui deviendrait le réseau Internet ou participé à des expériences de parapsychologie au début des années 1970. Pas non plus, dois-je vous dire encore, parce qu'il était allé en Russie dès 1966, du temps de l'Union soviétique et de la course à l'espace, pour discuter d'OVNI avec des scientifiques russes, ni parce qu'il avait participé d'une délégation des Nations Unies plaidant en 1978 pour la constitution d'une agence mondiale sur les ovnis, contribué au programme ATIP et ASAP dès 2007, ou qu'il avait siégé parmi les experts du Bureau français des ovnis, le GEPAN, dès les années 2010. Non, c'est parce que son esprit, curieux de tout, avait produit des idées neuves et des théories d'avant-garde qui avaient transformé la conception des ovnis de millions de personnes en France et aux États-Unis. Il nous invitait à regarder le passé, les folkloristes et les chroniqueurs du Moyen-Âge, pour relire les récits de prodiges ou des miracles lumineux, comme de possibles apparitions de soucoupes volantes ou de visiteurs des étoiles, et parce qu'il était aussi un des premiers à supposer un lien entre soucoupes volantes et phénomènes paranormaux et à faire du big data avant l'heure, embrassant les données de milliers de cas. Voilà. Et il y a effectivement cette théorie, faut se rendre compte, en 68, 70, 75, 80, combien c'est subversif et combien c'est avant-gardiste que de développer cette théorie du système de contrôle. Nous, ça fait 40 ans qu'on entend parler, 30 ans qu'on entend parler d'Internet, de cybernétique, d'ordinateur, de technologie de surveillance, de technologie maître-esclave, puisque les clients-serveurs dans l'architecture des ordinateurs, on appelait ça des technologies maître-esclave. La cybernétique, c'est la science du contrôle. La cybernétique, c'est la science un peu matrice. C'était le vaisseau mère de tout un ensemble de disciplines scientifiques qui s'appellent l'intelligence artificielle, la théorie des systèmes, l'école de Palo Alto en psychologie, etc. etc. Et donc, il propose une approche qui est celle du système de contrôle, comme tu l'as dit, où cette chose qui est là semble nous superviser, semble nous envoyer des informations à des moments précis, et la manière dont les événements ou les rencontres se succèdent, en plus, si on fait
des courbes à la base, à suite aux statistiques et aux datas qui sont collectées, ça dessine l'équivalent d'une courbe d'apprentissage telle que les psychologues comportementalistes et behavioristes, la fameuse boîte de Skinner dans les années 47-50, c'est la souris, c'est le rat qui appuie sur le bouton pour avoir sa récompense et qui du coup devient addict au fait d'appuyer sur la molette plein de fois, dès que des fois il a la récompense, des fois il ne l'a pas. Et donc nous, que le fait que des fois ça apparaisse et que des fois ça apparaisse pas, en fait, ce qui émerge au niveau des sciences du comportement, c'est que c'est la meilleure manière pour que on digère l'information et qu'on la fasse nôtre, qu'on l'incorpore. Et lui, il remarque cette analogie-là entre la courbe des observations d'OVNI, les vagues, pas les vagues, pas les vagues, et la courbe des psychologues comportementalistes. Et la dimension spéculaire, mais aussi le fait dont parle Eric Zorschler, c'est l'effet vitrine aussi, le fait de s'adapter au métier social, car souvent le phénomène OVNI s'adapte à la psyché, à l'environnement social, au métier du témoin, ça va très très loin en fait, et on voit qu'il y a un côté très métaphysique en fait, et qui va beaucoup plus loin que le côté pour les boulons justement. En tout cas, on est face. C'est concept d'élusivité aussi. On est manifestement face à un phénomène intelligent qui est capable de s'adapter à nous et de s'adapter à qui nous sommes, où nous sommes et au moment où nous sommes. Et donc, en tout cas, je m'inscris dans cette approche un peu évolutionniste ou peut-être même comportementaliste, c'est-à-dire qu'au terme de mon voyage de 2 ans de journaliste au pays des ovnis que je relate dans le livre, qui est écrit un peu comme un journal de bord d'un journaliste qui fait des reportages à droite, à gauche, qui rencontre des gens, qui fait des interviews, qui se plonge dans les archives pour faire remonter des informations, etc., et qui bien sûr fait des vérifications. La rencontre avec un ovni fabrique un choc ou un événement qui vous fait sortir de vos rails, ça vous fait sortir de la zone de confort. C'est un incident, c'est un choc cognitif. Et le fait que ça nous fasse sortir de nos habitudes, de nos schémas de pensée, que ça nous fasse faire un pas de côté qui nous sort de nos zones de confort, et ben ça nous met un coup de pied aux fesses. Ça nous met un coup de pied aux fesses qui nous fait évoluer. Et donc qui fait évoluer nos manières de penser, qui nous fait évoluer notre manière de voir le monde. À la fois notre conception du monde s'effondre, et simultanément, ça veut dire que ce qu'on croyait était faux, donc ça veut dire qu'on a de la place pour voir les choses différemment. Et donc ça nous fait évoluer dans nos têtes. Et comme on a les statistiques et les études et les observations qui nous disent que la manière dont il se présente à nous est un peu un reflet ou le miroir, moi je préfère utiliser le mot miroir plutôt que des mots un peu compliqués, tu vois, ou littéraires, voilà, exactement. Le miroir reflète mais n'enseigne pas. Exactement, oui. Vraiment ça miroite et puis cette idée de. C'est voilà, et cette histoire de réalisme magique. Exactement, cette histoire de miroir, ça ouvre évidemment sur le miroir magique, ça ouvre évidemment sur le sas ou le seuil entre les mondes, ça ouvre sur des dimensions qui justement sont un peu plus liées à la magie ou à l'ésotérisme, ou en tout cas au réalisme fantastique, et ça nous fait sortir plutôt d'une stricte approche que les boulons. Mais bref, on a statistiquement parlant, ça saute aux yeux que dans les 3/4 des cas, on est sur un phénomène qui se présente aux personnes en prenant en compte qui sont les personnes. Et donc ça veut dire que si dans nos têtes, on se retrouve à penser différemment, ça veut donc dire que le phénomène va se présenter à nous différemment. Et donc ça veut dire que c'est comme si on était dans un processus itératif où nous changeons, ce qu'il se donne à voir change, et en changeant la manière dont il se donne à voir, nous changeons à nouveau. Et ça nous permet comme ça d'avancer et d'avancer main dans la main. Donc les rencontres OVNI, je vois ça comme une invitation on appelle ça une pression évolutionniste, on appelle ça un stress évolutif. C'est une invitation à nous remettre en mouvement dans la façon de ne plus rester cantonné dans un monde petit et étriqué, et en fait de voir les choses de façon beaucoup plus large, puisque de fait, si c'est inexplicable, c'est pas parce que la nature est inexplicable. Si c'est inexplicable, c'est parce que c'est nous, avec notre connaissance d'aujourd'hui, qui n'avons pas encore compris ce niveau-là de fonctionnement de la nature et du système, et d'où le fait que dans son hypothèse de travail, Jacques Vallée propose cette thèse très audacieuse et très révolutionnaire pour l'époque et très dérangeante encore aujourd'hui, qui est celle du système de contrôle. Et aussi l'idée que le phénomène s'adapte à nous, mais il y a aussi cette dimension très particulière en fait, que Jacques Vallée a amené, c'est sûr. C'est très particulier comme idée en fait qu'il a eu, c'est vrai dès le début. Et puis le fait qu'il y a ce rapport avec les faits, le rapport avec les
multipop et tout ça aussi. Oui, c'est une forme d'ethnologie comparative en fait. Et aussi, quand tu t'es intéressé justement aux ondes stellaires, aux ondes électromagnétiques, est-ce que le fait que ce soit peut-être du plasma, alors, et aussi un système de contrôle qui fait qu'il est protéiforme, comme Proté, trompe, comme le dieu Proté. En tout cas, il change de forme. Il change de forme et qu'en fait, il peut très bien se déguiser en apparition de la Vierge, en Templier désincarné d'une certaine résurgence templière. Il peut s'adapter, comme Mime un peu dans Merlin, il peut s'adapter à n'importe quelle chose. Et aussi, c'est ce qui pourrait présenter que certaines personnes qui ont été en contact avec des ovnis ont des maladies après, des maladies très graves, parce qu'ils ont été exposés peut-être à du plasma ou exposés à certains et c'est pour ça que souvent ils ont des soucis après. Est-ce que tu penses de cette analyse-là? Ça fait partie des hypothèses très probables quant à la nature de la substance de ce qui est mis en œuvre. Je m'explique. Le plasma, qu'est-ce que c'est? C'est un quatrième état de la matière, c'est ce qu'on va appeler en général une matière ionisée, et donc ce qui fait que c'est souvent un milieu gazeux, parce que c'est ionisé, ça veut dire avec que c'est un milieu, que c'est un nuage de gaz qui va être électrifié ou électrisé. On va avoir des charges positives, des charges négatives. Ça veut dire que ça peut être visible comme un éclair dans un ciel d'orage, dans un nuage d'orage, puisque l'éclair, c'est du plasma, c'est de la matière plasmatique. Le plasma est infiniment courant dans l'univers, à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. C'est qu'à l'échelle humaine, à l'échelle de la Terre, que le plasma est très peu fréquent, ou en tout cas, il n'est pas aussi dense. On peut avoir des plasmas présents, mais des plasmas très dilués, très peu denses, et qui ne sont pas aussi denses que les nuages de matière interstellaire dans l'espace, ou que les éclairs dans le ciel, et d'autres phénomènes. Le Soleil, c'est une boule de plasma qui rayonne, etc., etc. Donc, le plasma, c'est à la fois un nuage gazeux, qui est comme une matière, mais une matière qui prend plein de formes différentes. Deuxièmement, ça va être... dans la conception conventionnelle du plasma, ça va être extrêmement chaud et ça va avoir une activité électromagnétique extrêmement intense. Et donc, qui dit activité électromagnétique intense dit émissions radio électromagnétiques, des émissions radio, des émissions micro-ondes, des émissions infrarouges, des émissions ultraviolets. La lumière que l'on va voir quand il y a un éclair lumineux qui traverse le ciel, c'est une décharge d'énergie lumineuse, ou en tout cas d'ondes électromagnétiques qui se situent dans une fréquence qui est celle que notre œil appelle la lumière visible. Mais en même temps qu'il y a la lumière visible, il y a aussi une décharge, un claquage électromagnétique, une décharge d'énergie, une impulsion électromagnétique qui va être invisible, de lumière invisible, qui peut être de l'infrarouge, qui peut être de l'ultraviolet, que des insectes peuvent voir parce qu'ils vont avoir un système de perceptif, notamment au niveau des yeux, qui sont comme des capteurs biologiques, des capteurs de rayonnement électromagnétique. Qui vont voir mieux que nous, moins bien que nous, plus loin que nous, etc., etc. Enfin, ils voient différemment, et notamment parce qu'ils voient des portions de la gamme de fréquences du spectre électromagnétique, ils voient d'autres portions que nous, où notre œil, ça n'est en général que la lumière visible. Donc, ton hypothèse de plasma, ça invite à quoi? C'est que c'est un phénomène électromagnétique, c'est un phénomène lumineux, c'est un phénomène qui peut être dense comme il peut être diffus, c'est un phénomène qui peut apparaître, qui peut se diluer. Il peut aussi faire des traces au sol et se densifier quand même. Exactement, il peut se densifier. La preuve, c'est qu'en plus, une des explications qu'on a pu avancer ou mettre en avant, c'est que les traces au sol suite à une apparition d'OVNI, c'était à cause d'un éclair de foudre qui avait frappé le sol. On a eu ce type d'explications qui ont été mises en avant. Et bien entendu, je le dis clairement, bien entendu, au niveau des études et bien entendu à mes yeux, le fait que des éclairs de foudre puissent faire des traces au sol ou des impacts sur la matière et créer des métaux fondus, des choses comme ça, le fait qu'il y ait des effets qui ressemblent à des effets qu'on observe sur les soucoupes volantes ou les ovnis ne veut pas dire que les ovnis et les soucoupes volantes sont des décharges d'éclairs et de plasma. Enfin, sont des décharges sont pas forcément de l'éclair de foudre. Voilà. Et donc, si la nature sait le faire, ça veut dire qu'on peut faire des technologies qui vont le reproduire. Et donc, si on a des technologies qui peuvent le reproduire, eh ben, peut-être que la technologie, elle peut prendre la forme d'une sphère, peut-être que la technologie, elle peut prendre la forme d'une capsule, elle peut prendre la forme d'une soucoupe, elle peut prendre la forme d'un cigare, elle peut prendre la forme... Exactement, elle peut prendre la forme d'un dirigeable fantôme.
Elle peut prendre la forme d'un poltergeist, enfin il y a plein d'options possibles. Que Jules Verne avait densifié dans l'esprit. Puis il y a aussi cette notion de Zeitgeist. Le phénomène puise aussi dans la mythologie ou des effets de Zeitgeist, l'esprit du temps. De l'inconscient collectif tel que Jung pouvait le décrire. Voilà, Jules Verne ou de l'atmosphère que Teilhard de Chardin pouvait décrire. Jules Verne écrit Robert le Conquérant en 1886 et 10 ans après, il y a tout ce phénomène. Alors oui, il a pu être visionnaire, mais aussi le phénomène peut s'adapter à la pensée générale. Ça fait partie des interviews qu'il y a dans le bouquin, parce qu'il y a une interview de Bertrand Meust, et on revient comme ça, qui, dans son ouvrage fondateur sur les ovnis en 1977, de mémoire également, qui était OVNI et soucoupe volante, science-fiction et soucoupe volante, lui aussi étant fan de Jules Verne, c'est en fait via l'angle de Robur le Conquérant et des dirigeables fantômes et des choses de ça qu'en fait il voit l'étonnante similitude, l'étonnante proximité entre les récits, les descriptions que vont donner les témoins aux États-Unis en 1896-1897 de ces objets flottants, de ces mystérieux objets célestes qui apparaissent dans les nuages, etc. Et puis en même temps, des écrits de science-fiction qui datent de 25 ans plus tôt. Et lui, il va parler de matière mythico-psychique à travers ses approches, à travers ses écrits. Et donc, il y a tout un dialogue entre nous dans l'ouvrage sur le regard qu'il a aujourd'hui et les réflexions qu'il a aujourd'hui en 2025 par rapport à des idées ou des propositions et des constats qu'il a pu faire en 1975. Exactement. Et on va aussi présenter que tu t'es toujours intéressé de fait aux ondes scalaires. Alors tu avais travaillé avec mon grand-père Guithieu, donc pour le Orbs 2015 à Orléans. Oui, il a été un des conférenciers pour les deux congrès Orbs, le congrès Orbs de 2014 et le congrès Orbs de 2015. Tu dois raconter peut-être comment tu l'as rencontré. Tu as fait divers projets avec lui, notamment Voilà, électroculture et énergie libre, où il t'a aidé pour la documentation, ce genre de choses. C'est dans ce cadre-là que j'ai pris contact avec lui. C'est-à-dire que je préparais l'électrosensibilité et la magnétosensibilité des plantes. C'était un sujet que j'avais détecté. Géophysicien, voilà. C'est un sujet que j'avais détecté dans les années 2001, 2001, 2002. Et puis à ce moment-là, j'écrivais mon premier livre, L'énergie secrète de l'univers, et faire un chapitre dédié à la question des plantes, ça rentrait pas dans le sommaire en fait. Et donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis il y avait de la documentation qui était là, il y avait des références bibliographiques qui étaient là, il y avait des travaux de recherche pionniers qui étaient là, et il y avait évidemment des personnes à contacter en France par rapport à ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça c'est fait. Et en fait, le chapitre sur l'électrosensibilité ou la magnétosensibilité des plantes, en fait, autant en faire un livre complet qui détaille ça, et y compris ce que la science sait sur le sujet. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pris contact avec Guithieu, ton grand-père, et je me souviens très bien, c'était au mois de mai 2009 à peu près, et juillet 2009, et donc je suis allé le voir chez lui, et Margot était là également, bien sûr. La maison troglodyte. Exactement. À Cloix-sur-Loire là-bas, et donc il m'a accueilli du haut à l'entrée de son domicile, de cette maison magique. Il m'a accueilli vraiment en ouvrant les bras avec un immense sourire. On était presque dans l'éclat de rire, mais on ne se connaissait pas encore assez pour ça, et il m'a vraiment accueilli avec une générosité dans la transmission de connaissances, dans le savoir, et donc il m'a partagé ses travaux de recherche. Sur Enel, Lakowski, voilà, sur Enel. Exactement, les travaux de recherche qu'il a fait avec le CEA dans les années 82, 83, 84. Il y a Arcal, avec Jacques Rabatin. Exactement. Mais toute l'époque de Cancelier, jeune Cancelier. Exactement. Mais ma demande portant spécifiquement sur les plantes, il ne m'a parlé que de Lakowski et des géraniums, que des circuits océans, que les travaux de Gerbe et Carbe qui se passaient en Algérie dans les années 30 ou les années 50. Enfin voilà, donc en gros, il m'a partagé la documentation spécifique qu'il avait sur ce qu'on appelle l'électroculture ou la magnétoculture, qui est donc le fait d'utiliser, de canaliser les forces électromagnétiques naturelles ambiantes au bénéfice de la croissance et du rendement des plantes. Et oui, je continue toujours actuellement.
C'est ça. Scalaires, Et les puis après, oscillateurs. effectivement, son travail sur la géophysique fait que... Et sur le phénomène il s'intéressait aussi voilà. après à l'époque. Mais j'en avais jamais parlé avec lui puisque c'était pas dans mes axes de recherche. Parce qu'en 58, il travaillait pour le général Chassin, pour l'armée de l'air, au moment même du 8 moderne. Étonnant rapprochement de date au niveau de l'esprit du temps, comme tu dis, en le termes de Zeitgeist, zeitgeist. le Voilà. Zeitgeist. Et donc, oui, en tant que géophysicien, automatiquement, Guy était non seulement une source pour moi, mais aussi un allié pour que je puisse comprendre comment fonctionne le champ magnétique terrestre, comment fonctionnent les minéraux dans le sol, le fer dans le sol, les courants telluriques, les ferromagnétiques, enfin bref, tous ces éléments au sens l'élémentaire, les minéraux, la nature des minéraux, les différents éléments chimiques, et comment ça fait que les courants électriques, les champs électromagnétiques sous terre, de façon géotellurique, sont fonction de ces ingrédients qui ne sont pas dans les mêmes proportions, quoi. Il y a la théorie en plus en ce moment de la piste du fer de l'autre côté. Tout à fait. Je sais pas ce que t'en penses. Écoute, ça, c'est intéressant. C'est prometteur. Je trouve ça très intéressant. Après, ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert son travail là tout récemment, parce que je l'ai entendu lors du EAP Show qui a eu lieu le 25, qui a eu lieu le 24 avril 2025, c'est que ça a été un chemin solitaire, presque de traversée du désert pendant 15 ou 20 ans, où il a enquêté un peu tout seul sur ce sujet, alors qu'effectivement, à partir du moment où on comprend que ce n'est pas le fer en tant que tel, mais c'est un certain type de fer, et c'est un certain type de fer où il y a, comment dire, une interaction avec l'eau, et donc c'est un fer hydrique, pourrait-on dire, même si ce n'est pas le terme exact, hein. En tout cas, il y a la molécule d'eau qui est modifiée par la présence du fer, et la molécule d'eau modifie, on va dire, la couche électronique de l'élément fer, et ça crée un fer particulier. Et donc un fer qui a des propriétés de type nanomatériaux, de type nanocircuit. Et donc, parce qu'en fait, cette notion des circuits oscillants que Lakowski a pu explorer, poser, et que ton grand-père Guittieu a continué à mettre en œuvre à travers des constructions, à travers des dispositifs. Et dans Nexus, d'ailleurs, il avait fait un oscillateur. Et là, tu as fait sur novembre 2024, justement, sur la fusion froide. Tout à fait. Un papier, là, justement, de Nexus. Exactement, et parce que la fusion froide, ça fait partie des... En gros, je documente ou j'explore en tant que journaliste scientifique, mon champ de spécialité, c'est l'électromagnétisme. Et notamment, donc les énergies libres, la médecine électromagnétique, la médecine régénérative, les pollutions électromagnétiques. Depuis un an à peu près maintenant, j'ai pris la suite de la députée européenne Michèle Rivasi, que je connaissais depuis le CRIREM, le Centre de recherche d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. On s'est connus avec Michèle Rivasi en 2005 en créant ensemble le CRIREM. Et donc, suite à son décès fin 2023, l'association Zone Blanche, AZB, cette association qui vise à défendre les droits et à faire que les électro-hypersensibles disposent d'un toit où ils puissent vivre en bonne santé. Donc le conseil d'administration de l'association m'a proposé de prendre la suite de Michèle Rivasi comme président de l'association AZB. Donc ce qui fait que ça fait 20 ans, 25 ans, en tant que journaliste indépendant, en tant que membre fondateur du CRIREM, en tant qu'assistant parlementaire sur ces sujets santé-environnement, j'ai suivi ce qui concerne les ondes électromagnétiques, mais dans toutes ces dimensions, dans tous les domaines, et y compris dans les aspects énergie libre, et donc dans les aspects fusion froide, quand bien même la fusion froide, est-ce qu'on est sur une réaction nucléaire, est-ce qu'on est sur une réaction électrochimique, est-ce qu'on est sur un craquage hydrogène, enfin il y a différentes approches qui existent, et c'est vrai que là dans le dossier paru dans le daté novembre 2024 de Nexus se fait l'écho en fait d'une conférence scientifique qui a eu lieu en France et qui, on est 20 ans, 40 ans après les premières expériences de Ponce et Fleischmann en matière de fusion froide, qui en tout cas acte le fait qu'il y a plusieurs innovations de rupture dans le domaine, et ces innovations de rupture font qu'on est à une poignée d'années avant que les choses soient commercialisées à très grande échelle. L'enjeu, évidemment, c'est ça qui bloque en coulisses au niveau de l'énergie libre. L'enjeu est comment mettre sur le marché une technologie qui remet en cause les filières économiques habituelles fondées sur la rareté du pétrole.
Donc qui dit rareté du pétrole dit rareté de l'énergie. Donc si on arrive avec une énergie abondante et bon marché, on fait s'écrouler l'économie mondiale et on fait s'écrouler les monopoles en cours. Et donc on fait s'écrouler les États qui bénéficient et qui s'appuient sur ce monopole économique. Et c'est pour ça que ça coince. Donc comment montrer patte blanche dans ce contexte, c'est toute la question. Mais oui, c'est qu'il faut avoir aussi une approche des fois politique aussi. Tu as engagé un petit peu aussi dans ces C'est ça. domaines-là. Ouais. Sur une conclusion, tu as d'autres livres qui vont venir, hein, peut-être sur le phénomène ovni, avec différentes saisons. Alors les 4 saisons, tu vas faire peut-être. Oui, pas forcément, il n'y en aura que 3 sans doute. D'accord. Oui, là en fait, moi je Là, c'est le continue, printemps des ovnis, là c'est le printemps des ovnis et il y a les figures imposées liées au débat aux États-Unis, aux révélations, à la vague médiatique liée aux articles de 2017, etc. Oui, c'est les ondes d'eau. Exactement. Donc je remets un peu tout ça dans l'ordre en disant qui fait quoi, à quel moment. Il y a une chronologie, il y a une comment dire, il y a un rappel des différents rapports qui ont été produits et comment chaque rapport s'appuie sur le rapport précédent, etc., etc. Donc tout ça fabriquant le contexte qui se traduit aujourd'hui par la bataille du Congrès, par la manière dont des élus américains s'emparent du sujet OVNI pour fabriquer un cadre légal qui permet de diffuser l'information sans avoir droit à des procès pour trahison d'État, quoi. Hein, c'est un peu ça l'idée. Même si, bon, la disclosure peut s'apparenter, pour ma part, peut-être à du Leo Blue Book, du Leo Rapport Condon. Bien sûr. On verra ce que ça donne. Oui, mais bien entendu que c'est tout à fait plausible d'envisager les choses ainsi. Pour autant, soit effectivement les vidéos rendues publiques en 2017 dans ce mouvement qui est une stratégie de com bien huilée, qui est une stratégie de lobbying bien pensée pour fabriquer un sursaut dans l'opinion publique qui fait que des élus sont obligés de s'en emparer, qui fait que la boîte noire, ou en tout cas la manière dont des entreprises privées, le fameux complexe militaro-industriel américain, a gardé pour lui des connaissances, a gardé pour lui des technologies et ne veut pas les partager. La notion... Notamment sur le polymimétisme. Oui, en tout cas sur les matériaux, sur les alliages métalliques, sur toutes ces approches un peu innovantes. Donc, on peut tout à fait envisager qu'il y a des factions qui se font la guerre entre elles par médias ou par divulgation interposée. Ça fait partie des options à ne pas écarter. Et donc, en fait, toujours est-il que ce qui se passe depuis 2017 est c'est une vague médiatique certes, mais en tout cas dans le cadre de l'histoire américaine, c'est le contre-pied absolu de ce que les États-Unis, au niveau des positions officielles ou de ce que les États avaient tendance à dire depuis 40 ou 50 ans, que rien n'était intéressant, que ça ne valait pas le coup de passer de l'argent dessus parce que ça n'avait pas d'utilité et que de toute façon ça n'existait pas, c'était que des artefacts ou que des créations de la psyché humaine. Bon, ben là, on voit très bien, le débat est quand même d'une autre nature, même si on peut regretter il faut qu'il soit militaire, ou il faut qu'il concerne la sécurité, ou il faut qu'il ait l'air d'être un peu viriliste, ou avec des belligérants et des drones et des soucoupes et des trucs avec des allumages de bases nucléaires ou de missiles, ou des intrusions de drones ou de drovnis au-dessus des bases militaires, pour que ça ait du corps et que ça soit entendu par les politiques. Mais bref, en tout cas, la situation est très différente. Et franchement, on est sur une masse critique psychique. Si on revient à la noosphère, si on revient aux Zeitgeist, on est sur une masse critique qui est d'un autre registre par rapport à ce qui se passait avant 2015, pour faire court, où il n'y avait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, on a, moi je ne peux pas, enfin c'est ce que je raconte dans le livre, on a les galactiques, on a la France qui a, à mon sens en tout cas, un intérêt stratégique à développer sa propre autonomie en matière d'analyse des données ou d'acquisition de données. Pourquoi continuer à être sous la sphère d'influence américaine alors qu'on a une tradition ufologique française qui est quand même très robuste et très ancienne, On a parlé de Jacques Vallée longuement au début. Donc, on peut parler de Berger aussi, les ovnis sont des hallucinations collectives faites par des extraterrestres. Ben oui, c'est cette fameuse citation, voilà. Cette fameuse citation qu'on a citée à l'arrière de Orbs Contact, parce que c'est puis à Jimmy Dieu aussi. Voilà, tout l'humour. C'est ça, tout l'humour de Berger et toute la malice de son état d'esprit ressort là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être leurré de bonne foi par des extraterrestres qui sont eux-mêmes
des marionnettes qui sont manipulées par un marionnettiste. Donc qui est le grand marionnettiste Comme derrière Jacques ça? Vallée disait, derrière le film, j'aimerais bien savoir qui est le projectionniste. Exactement, c'est ça. Et donc il y a une citation de lui d'ailleurs qu'on cite dans l'ouvrage, là, on cite Jimmy Guilleux comme tu viens de le faire, et on cite aussi Vallée qui dit « Est-ce que ce sont des portes ou des fenêtres ?» Donc voilà, et donc rien que de se poser la question comme ça, comme un peu un aphorisme zen, ça nous aide à lever le nez du tableau. Et puis il y a une tradition japonaise en matière d'OVNI qui est complètement différente de l'approche américaine. Il y a une tradition, ou en tout cas il y a des récits, il y a une mémoire orale dans la tradition africaine par rapport à des vaisseaux qui viennent du ciel. C'est la même chose au niveau des natifs amérindiens aux États-Unis avec les Frères des Étoiles. C'est la même chose. Voilà. Donc on voit très bien que le phénomène est là. Plus mythologique commun. Le phénomène est là, même si le phénomène va être décrit avec des mots humains qui peuvent varier en fonction des époques et en fonction de notre capacité à décrire le phénomène, il va prendre donc des costumes, des atours qui vont varier, mais en revanche, le phénomène est là et il y a quand même beaucoup d'éléments communs à tout ça. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait là, avec le développement des États, avec le développement des communications, avec le développement des psyops, et bien du coup le récit OVNI peut être instrumentalisé par des forces bien humaines qui vont utiliser l'alibi OVNI pour dissimuler des magouilles de services de renseignement, ou au contraire qui vont amplifier et forcer le trait de la mythologie OVNI pour décrédibiliser des ufologues sérieux, quoi. Le développement de l'IA aussi c'est très intéressant, puisqu'on arrive à avoir des choses qui vont être paraître vraies. Donc, en fait, certaines personnes vont voir certaines choses et « Ah ben non, c'est que de l'IA ». Et inversement, ça va rassurer ceux qui, quand ils voient quelque chose vraiment, ils disent non, c'est pas de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que aussi l'IA n'a pas été développée exprès pour faire un blackout sur les soucoupes volantes comme Chico l'avait fait en 54, de manière à un peu noyer le poisson? Et aussi, est-ce que l'IA n'est pas, enfin, le phénomène n'est pas de l'IA, en fait, de l'IA géante? Alors, ça à titre perso, je ne pense pas que l'IA a été développée pour dissimuler l'information, et y compris l'info OVNI. En revanche, on le sait, on a le paradigme de la simulation, on a des chercheurs qui depuis 25 ans régulièrement lancent qui sont d'ailleurs dans les courants transhumanistes, qui lancent régulièrement des ballons d'essai en disant nous sommes dans les... C'est des théoriciens qui font ça, c'est des spéculatifs. Il est plausible d'imaginer que nous évoluons dans une simulation géante, dans une simulation informatique. Donc la simulation. Ça rejoint un peu le phénomène aussi avec la notion de simulation, et notamment de simulation géante, où tout ce que nous voyons n'est qu'un immense mirage ou une immense illusion électromagnétique lumineuse qui miroite et qui scintille devant nos yeux et qui nous leurre, puisque c'est notre cerveau qui reconstruit tout. Ça fait écho à l'approche de la Maya, de la tradition védique. Mais si on l'applique à la question OVNI, c'est très intéressant parce qu'effectivement, et ça Georges Combe le propose aussi dans la conclusion de son ouvrage, de son film Le Temps des OVNIs, en fait le paradigme de la simulation appliqué à la question OVNI, c'est pas simplement de laisser entendre que les OVNIs pourraient être une IA, c'est le fait que le phénomène qui est derrière ce qui nous est donné à voir dispose d'une technologie qui est capable de manipuler la nature du réel et qui permet de la reconfigurer à la demande. Et donc, là, on bascule dans effectivement les propositions qui sont faites avec le nuage quantique, les nanorobots, tout ça, que propose le film Le Temps des OVNIs et ses intervenants. Bien, merci beaucoup en tout cas, cher Maxence. C'était une discussion à bâton rompu. Oui, on a fallait faire vite dans un temps hors du temps. Voilà, un peu express, mais on a réussi à avoir quelque chose qui, à mon avis, tenait à peu près debout. En tout cas, merci beaucoup de ton invitation. C'était notre première un peu ensemble. C'est ça. Et si tu le souhaites, on pourra en faire d'autres avec grand plaisir sur d'autres domaines. Bien, merci, cher Maxence. À très bientôt. Merci Mike. À bientôt. Au revoir.